bonsoir si vous nous rejoignez en direct sur ce plateau. Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Guigou, de Gaël Monfils, grand espoir du tennis français qui a gagné le tournoi junior de Roland-Garros dimanche, accompagné de Patrice Dominguez qui connaît bien le tennis. Vous nous direz tout à l'heure ce que Gaël a de plus que les autres. Avec l'actualité du procès d'Outreau, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de possibles erreurs judiciaires. André Casse, vous avez vécu un enfer. Vous avez passé 3 ans en prison pour rien, puisque vous avez été accusé à tort d'avoir commandité le meurtre de votre femme. Alors, vous nous raconterez ce que vous avez traversé tout au long de ces années. Mais déjà, rappel des faits avec Florence Dartuis de ce double drame qui a brisé votre vie. Anneville, près de Rouen. Dans les années 90, la famille Casse, des notables de la région, habitait cette belle maison bourgeoise. Un dimanche d'avril 92, une virée au cinéma est prévue. Seule Sylviane, la mère, n'est pas de la partie. Elle allait monter dans la voiture, puis elle m'a dit « Écoute, en fait, ça me dit rien du tout. Je préfère rester à la maison. » Alors mon père insiste. Je lui dis « Bah non, on y va tous en famille, autant que c'est sympa quoi, de faire une sortie tous ensemble. » Puis elle me dit « Non, en fait, ça me dit rien. Je suis fatiguée, j'ai pas très envie d'y aller. » Quand ils rentrent du cinéma, le père et les enfants font une macabre découverte. On a vu le sac à main, en fait, la porte de la maison ouverte. Le sac à main sur la table en verre complètement renversé. Mon frère et ma sœur sont montés les premiers à l'étage. Et c'est là où ils ont découvert le corps de ma mère, baignant dans son sang, assassiné avec sa propre arme. Pour la police, à l'évidence, il s'agit d'un rôdeur. Pourtant, un an plus tard, coup de théâtre. Un individu connu des services de police affirme qu'André Casse est le commanditaire du meurtre de sa femme. Toute la famille est alors entendue et placée en garde à vue. Julien est interrogé que quelques heures avec mon frère, ce qui est déjà beaucoup à l'âge qu'ils avaient. Moi, j'ai fait une garde à vue de 24 heures. Lors de la garde à vue, ils ont quand même sorti des photos de ma mère prises par la gendarmerie, évidemment baignant dans son sang. Ils ont essayé de me mettre une pression pour que j'accuse mon père, pour que je change mes témoignages. Ils sont rentrés, puisque c'était des inspecteurs des stupéfiants, en me disant si je voulais pas une ligne pour la décontraction. Faut être clair, c'était pour nous faire peur et pour obtenir un témoignage contre mon père. Eux, ce qu'ils voulaient entendre, c'était que c'était mon père qui avait fait ça. Et point final. André est alors incarcéré à la prison de Rouen. D'autant que la police croit avoir trouvé le mobile du meurtre, l'héritage. Le seul mobile était vraiment celui de l'argent, c'est-à-dire de l'assurance vie. Ils sont restés sur l'assurance vie pendant 19 mois, alors qu'il a été prouvé que l'assurance vie n'était pas pour mon père. Le mobile ne tient pas. Celui qui l'avait dénoncé revient sur ses accusations. 1 an et demi après, le juge remet Casse en liberté. Une liberté de très courte durée. 15 jours ou 3 semaines après sa libération, mon père a été réincarcéré parce que il troublait l'ordre public. C'est-à-dire, en fin de compte, c'était le mot poli pour dire il parle aux journalistes et il raconte son histoire. André retourne alors derrière les barreaux. Il y passera encore 16 mois. Là, on est dans Ubu. Enfin, je veux dire, dans ce roman, dans ce truc, la réalité dépasse la fiction. Libéré définitivement en 95, placé sous contrôle judiciaire, il devra encore attendre 8 ans pour que la justice prononce un non-lieu. Alors vous dites avoir été la cible d'un acharnement judiciaire. Pourquoi vous en aurait-on voulu à ce point? Acharnement judiciaire, je ne préciserai pas. Je dirais que j'ai eu un juge d'instruction à ce niveau-là qui n'était pas très expérimenté, qui arrivait d'administration par des concours internes et qui a fait confiance à un policier des stupéfiants, ce qu'on n'a jamais vu dans une affaire criminelle, qui est venu le voir 19 mois après. Donc les gendarmes enquêtaient de leur côté, et 19 mois après, il vient, il leur dit « j'ai des éléments, c'est lui ». Bon, donc le juge va malheureusement ne rien vérifier. Il ne va pas vérifier qu'en matière d'héritage, mon épouse me laissait 4 millions d'euros, mais 4 millions d'euros de pertes, et donc est refusé, et qu'elle me laissait un contrat d'assurance qui n'était pas à moi. Donc, je vais en prison, vérifier après. Une fois qu'on a vérifié après, c'est embêtant parce que la mécanique est en route. Et prononcer 4 mots, je me suis trompé, c'est très dur pour la magistrature en général. Oui, parce qu'on vous relâche à un moment, et un mois après, on vous remet en prison et vous dites, la juge d'instruction ne voulait pas admettre que la machine judiciaire s'était éventuellement trompée. C'est très grave comme accusation. Non, pas le juge d'instruction. Le juge d'instruction, lui, au contraire, au bout de 19 mois, me dit, je me suis trompé. Je vous remets en liberté, et il me dit, je suis absolument navré, je vous remets en liberté. Et donc les parties civiles, toutes, disent, libérons-le. C'est le procureur alors? À l'époque, c'est le procureur. Il y avait une jeune substitut du procureur
qui manifestement ne m'aimait pas, et elle fait appel, et on a à Rouen quelqu'un qui est tout puissant, qui est la présidente de la chambre de l'instruction, qui s'appelle Martine Rouleau, qui est depuis 10 ou 12 ans là-bas, et qui m'a remis, 19 mois après, c'est un scandale absolu, contre l'avis du juge d'instruction, contre l'avis des parties civiles, sous prétexte de troubles à l'ordre public et de fuite à l'étranger. Alors fuite à l'étranger, il n'y a qu'en Israël que je pouvais fuir, évidemment, parce qu'en tant que juif, ils ne m'auraient pas extradé, et vu que dans ce dossier, on dénonçait une affaire qui baignait dans un antisémitisme boueux, c'était le premier article de l'Observateur dès 1994, et bien, à partir de là, je suis donc... La scène qu'on a vue tout à l'heure, c'est que je reviens en prison, on ne veut pas de moi. Allez-y. Non, mais quand on se sait innocent, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ce que vous vivez comme une injustice? Rien. C'est-à-dire que faut comprendre que le jour où on m'arrête, les enfants vivent, comment dire, un drame parce que leur maman est morte dans des conditions atroces. 19 mois plus tard, on vient m'arrêter moi, et à partir de là, non seulement les enfants ont perdu leur mère, mais ils ont aussi perdu tout ce qu'ils avaient acquis dans leur vie. C'est-à-dire leurs espérances universitaires. Ma fille, à 21 ans, avait une maîtrise de droit, elle espérait être justement magistrat. Elle va arrêter, elle va s'occuper de ses petits frères. Les gosses qui auraient dû faire l'université comme elle, s'arrêtent. Et donc tout se perd. Je brade un patrimoine accumulant 20 ans, et je me retrouve, au bout de 3 ans de prison, ensuite 8 ans en prison dehors. En prison dehors, ça veut dire quoi? Chaque fois que je demande à un banquier un concours, que j'explique ce que je sais faire, ou que je vois un employeur, tout le monde se dit il est encore en examen, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Et j'ai un de mes amis qui fait 160 maisons en Normandie, qui s'appelle Étienne Requin, qui lui-même me disait qu'il voulait bosser avec moi, mais que je ne pouvais pas représenter son entreprise par rapport aux élus que j'allais voir, par rapport aux gens que j'allais voir, tant que j'étais, jusqu'à il y a 2 mois, en examen. C'est pour ça que vous êtes parti vivre en Belgique ? C'est pour ça que je vis, comment dire, entre la Belgique et la France, sur une terre hospitalière. Et puis je suis revenu à Lille parce que c'était mon berceau. C'est à Lille que, comment dire, pour moi tout avait commencé professionnellement. Et compte tenu que je ne pouvais plus repartir au niveau auquel j'étais parce que plus personne ne me faisait évidemment confiance, j'ai dû attendre d'avoir donc ce non-lieu. Donc c'est 11 ans, et je crois que depuis 1945, c'est la première fois que des victimes subissent quelque chose de pareil. Il n'y a pas. Outreau, ils ont eu beaucoup de chance dans leur malheur, c'est qu'au bout de 3 ans, ils sont passés en jugement. Tandis que moi, ça fait 11 ans, et je ne suis pas tout seul parce qu'on parle de moi, mais nous étions 7 à avoir été en prison. 7. Donc quand j'écoutais M. Perben dire qu'il serait troublé à l'idée que dans Outreau, si jamais les gens étaient innocents, ça serait dramatique et qu'il réparait ce qui était réparable, il m'a toujours resté pour pas contacter. Et il est vrai que nous sommes 7 et que j'ai 2 de mes amis qui ont fait 3 ans comme moi, qui depuis 8 ans sont contrôle judiciaire, dont un aujourd'hui est hospitalisé. Elisabeth Guigou, quand vous entendez ce témoignage, vous dites, comme d'autres, la justice peut se tromper? Bien sûr, c'est l'évidence. Vous savez, la justice, elle est humaine. Ce qu'il faut, c'est que pour prévenir les défaillances des personnes, il faut qu'on ait des procédures qui donnent le maximum de garanties, sans qu'on puisse avoir le zéro, évidemment, défaut. L'enregistrement, par exemple, dans la garde à vue? On a vu vos enfants, là, qui ont été auditionnés alors qu'ils étaient mineurs. Aujourd'hui, avec la loi présomption d'innocence, leur déposition devrait être enregistrée. Ensuite, il y a un juge des libertés qui est au fond le juge qui voit avec le juge, qui voit si le juge d'instruction a raison de mettre en liberté vos erreurs. Alors c'est pas une garantie absolue puisque dans l'affaire d'Outreau ça n'a pas marché, mais peut-être est-ce que pour vous, bon, ensuite. Oui, parce qu'à cette époque-là, quand vous avez été incarcéré, il n'y avait pas de juge des libertés. C'était avant la loi présomption d'innocence. Donc effectivement, il y a un juge des libertés qui aurait pu éviter que vous retourniez. Et puis il y a toutes sortes de garanties tout au long de la procédure. Alors c'est vrai. Elles suffisent aujourd'hui. Là, vous parlez de choses qui existent. Est-ce qu'il faudrait modifier? Personne ne pourra dire si, avec la loi présomption d'innocence, M. Casse aurait vécu ce qu'il a vécu. Mais c'était des garanties supplémentaires. En tout cas, c'est vrai que dans l'affaire d'Outreau, elles n'ont pas joué. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il y ait des contre-pouvoirs. Voilà. Quand, dans le système judiciaire, les contre-pouvoirs ne fonctionnent pas, quand le juge des libertés ne fait pas son travail, quand la chambre de l'instruction ne fait pas son travail, quand... voilà. Et bien à ce moment-là, on risque d'avoir ces drames affreux que vous avez vécu et qui ont évidemment saccagé votre famille et vos enfants. Est-ce que vous allez demander une indemnisation réparation maintenant? Parce que la loi présomption d'innocence est des droits des victimes. C'est la première loi qui met ça dans le code de procédure pénale. Est-ce que vous allez demander
une indemnisation? Oui, c'est-à-dire que justement, je ne sais pas du tout que Elisabeth Guigou serait là et j'en suis ravi parce que c'est dans son projet où elle a mis que la réparation se referait en l'état, la remise en l'état. Et donc cette remise en l'état, c'est ce que je demande. Aujourd'hui, j'ai un expert, un commissaire aux comptes qui est le premier expert auprès de la Cour d'appel de Rouen. Donc j'ai pris l'expert que le tribunal prend régulièrement pour éviter, toute interprétation fâcheuse et je lui ai demandé de calculer dans quel état j'étais à l'époque. Donc nous avons plusieurs procès. On a d'abord un procès pour simulation de témoins que je tiens à introduire contre un inspecteur de police parce qu'il y a plusieurs témoins qui ont dit après avoir été manipulés et des gens très bien mais qui ont cru cet inspecteur. Il y a des gens très bien en matière de justice. Le procureur de la République, Joseph Schmidt, qui est arrivé et qui va prendre sa retraite, je pense, prochainement, j'espère le plus tard possible parce que c'est un type remarquable. Il a été très bien. Le juge Balin qui a signé le non-lieu était très bien aussi. On a eu un capitaine de gendarmerie, Martinez, qui est colonel maintenant, qui est à la retraite, très bien. Donc c'est pas un système qui est pas bien. C'est dedans, il y a des gens qui n'ont pas de contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir politique me paraît aujourd'hui indispensable parce qu'il y a un système corporatiste sur lequel il faut qu'on contrôle. Est-ce que ça vous inquiète, Patrice Dominguez, quand vous entendez avec cette affaire d'Outreau ou cette affaire-là? Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça peut arriver tout d'un coup qu'on se retrouve comme ça, pris dans la machine judiciaire sur la base de faux témoignages, et on est impuissant face à ça. Est-ce que ça vous a fait réfléchir, vous? Oui, c'est quelque chose d'assez terrifiant quand on le voit, parce que ça peut briser une vie, ça brise une deuxième fois une famille. Je crois qu'au-delà de la personne qui est atteinte, ça vient d'être dit, c'est le reste de la famille, les enfants qui sont touchés par un drame comme celui-ci. Et là, il doit y avoir effectivement un système de garde-fou qui doit interdire de toucher à d'autres personnes qui, de près ou de loin, ne sont pas responsables de ce qui a pu ou pas se passer. Mais... Protection de la famille, ça c'est un point que vous soulignez. Alors, une dernière chose, évidemment, le meurtrier de votre femme n'a pas été aujourd'hui arrêté. On ne sait pas, vous avez de fortes suspicions autour d'un homme qui avait d'ailleurs été cité au début de l'enquête, et puis c'est une piste qui avait été abandonnée. Est-ce que vous savez si cet homme a été entendu par les policiers depuis ou pas? Oui, alors, pour terminer, je dirais le drame au niveau du dysfonctionnement de la justice, parce qu'il est toujours difficile de définir. Dans Outreau, par exemple, manifestement, c'est collectif l'erreur. Si erreur il y a, elle est collective. Dans mon cas, moi, on l'a défini de la façon suivante. Le 5 avril, le drame. Le 7 avril, un portrait robot d'un suspect est fait. Le 10 avril, on a un PV de synthèse dans lequel on parle d'un suspect et on met cette piste n'a pas été suivie. Donc 5 jours après le meurtre de votre femme, il y a un suspect et la piste n'est pas suivie. Donc là, vous considérez qu'il y a une erreur de la police. Et on attend 8 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, 8 ans pour l'interroger la première fois. Il a été interrogé, donc est-ce qu'aujourd'hui, cet homme, est-ce que vous avez une conviction? La conviction, elle est dans mon non-lieu. C'est-à-dire que c'est celle du procureur de la République, M. Schmitt, c'est celle du juge Balin. Ils ont une conviction, c'est celle du capitaine Martinez. Le problème, c'est que quand ils ont pu reprendre cette affaire, des années s'étaient passées. Les preuves qui auraient pu être à l'époque tout de suite à chaud faites sont passées à côté. On est passé à côté. Donc là où, en 10 jours, l'affaire aurait pu être réglée, elle ne l'a pas été. Ça permet aujourd'hui à, un assassin sans doute d'être sur les routes puisqu'il n'a pas été arrêté. Peut-être va-t-il recommencer parce qu'au fond, quand on a essayé une fois que ça a marché, qu'on a été soupçonné, on peut continuer. Et ce que vous dites en fait, c'est que cet homme qui aurait pu être arrêté très vite et que vous suspectez très clairement d'être le meurtrier de votre femme n'a pas été arrêté depuis, que les preuves ont peut-être disparu. Il a été pour une autre affaire, il a fait 5 ans de prison pour une autre affaire, mais pas pour cette affaire-là. Depuis, voilà, vous dites, j'ai la preuve dans mon non-lieu qu'on le suspecte, mais pour l'instant, il court toujours si c'est lui. Oui, je demanderai d'ailleurs au procureur Schmitt, qui a été courageux jusqu'à présent, de repousser encore, parce que je pense qu'il est encore possible à ce niveau-là d'aller au bout. Il y a quand même des éléments extraordinaires là-dessus, et je pense que ça serait quand même un moyen pour les enfants de faire leur deuil, mais ils auraient pu le faire dans les 15 jours qui ont suivi la mort de leur mère. Et éviter ce drame pour tout le monde, parce qu'on a été 7 en prison pour rien, et on aurait tous, si on avait un seul policier qui ait pris le PV, qui était voir cette piste pas suivie, et qu'il était voir, parce que, en disant mais c'est le sosie, qu'on le mette sur écoute, en 5 jours c'était réglé, et je serais jamais venu vous voir, et croyez-moi, j'aurais été absolument ravi de rester discrètement dans mon univers, plutôt que d'être ici pour expliquer malheureusement ce qui m'est arrivé. Merci en tout cas pour votre témoignage. Monsieur K, je vous propose de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Elisabeth Guigou, je crois que vous allez devoir nous quitter dans quelques instants car vous avez un autre engagement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vous parle d'Europe, je rappelle le titre de votre livre. D'ailleurs la photo, très star, très glamour, fait penser un peu au studio Harcourt des actrices de cinéma. C'est une femme politique, c'est Elisabeth Guigou. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure du journal maintenant, 19h13. Marie Drucker me rejoint comme chaque soir.
Bonsoir Marie. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Avant de revenir sur le procès de Francisco Arque Montes, d'abord cette nouvelle, cet accident d'hélicoptère sur la côte